l'enfant soit adopté, qu'une autre famille qui peut... Elle était sidérée, elle m'a dit, mais c'était sauvage. Ah oui. Comment est-ce qu'une mère... Et puis, elle ne m'a pas vraiment cru. Parce que pour elle, donner sa fille au mariage, c'est sauver la fille. Oui. Et puis, je peux aller la voir après. C'est Oui. toujours ma fille. Oui. Et le mari, importe son âge, c'est mon genre. Mais donner son enfant Ça, c'est mon à truc. qui veut, Ouais, on ne sait même pas c'est mon qui, truc. et je ne le reverrai C'est jamais. du pays de ce moment. Je ne le reverrai jamais. Pour elle, Et il y a des pays très développés qui, justement, autorisent de faire concevoir un enfant pour un autre couple. Oui. Elle m'a dit que ça n'existait pas, tu me racontes n'importe quoi. Ouais, Je ne vois pas une femme qui fait pareil. Donc c'est une question de ce qu'on nous a conditionné. Donc pour elle, une maman qui donnait un enfant pour l'adoption, elle ne le reverra jamais. Et elle n'ira jamais la chercher. Et elle m'a dit, il n'y a pas une mère qui fait une chose pareille. Comme quoi, effectivement, une chose qui nous paraît à nous Pour nous, monstrueuse c'est... est plus banale pour une Ils ne autre sont pas si culture. sauvages que ça, Et quand même, vice-versa. c'est des êtres humains. Et j'ai arrêté parce que ça montait, et elle était tellement étranglée en me disant, mais ne me dis pas qu'ils sont comme ça. Et à la fin, je dis non, non, c'était juste pour rire parce qu'elle ne pouvait pas, elle ne pouvait plus respirer pour dire, j'ai jamais vu ça, une maman ne fait pas ça. Donc pour elle, donner une fille, c'est rien du tout. Mais pour l'adoption, non, ça ne passait pas. Et ici, C'est l'inverse. c'est l'inverse. C'est l'inverse, Donc, c'est le conditionnement qu'on a eu. Des conditions de vie, tout simplement. Oui. Oui, et puis sans doute aussi un arrière-fond moral, culturel et moral, qui, effectivement, les valeurs de l'existence ne sont pas rigoureusement transposables d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Voilà. Il y a des variantes, quoi. Il y a évidemment des fondamentaux qu'on retrouve partout. Puis il y a des On a des barrières religieuses aussi qui nous interdisent, mais l'influence de la religion du mouvement, ça pourrait varier aussi. Absolument. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, ça fait réfléchir. Et comme je vous dis, j'ai arrêté la discussion parce que, un, elle ne croyait pas trop. Et deux, si c'était vrai, et ce monde allait écrouler, quoi, toutes les valeurs qui tenaient, c'était pas possible. Oui, ce qui prouve bien que, comment dire, la transmission, la communication entre les cultures est une chose importante, puisque là vous le dites dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire c'est nous qui lisons ce livre en partie comme un témoignage. Honnêtement, moi je lis ça plutôt comme une œuvre littéraire, mais parce qu'il y a une grande qualité d'écriture, donc une puissance d'évocation, enfin des choses, une fluidité de la langue, enfin on pourrait énumérer quand même, faire une liste des qualités d'écriture qui font que c'est une œuvre littéraire avant tout. Mais en même temps, ces œuvres-là ne sont pas tout à fait coupées de la part testimoniale qu'elle a leur. C'est aussi un témoignage. C'est aussi un témoignage. Et c'est à cet égard que c'est également passionnant. J'ai trouvé que l'écriture était très poétique, finement ciselée, fort intéressant. Et alors qu'est-ce que vous attribuez à l'auteur et quelle part au traducteur dans ce cas-là? Comment? Quelle part vous attribuez de cette qualité d'écriture à l'auteur et quelle part au traducteur? Est-ce qu'il y a un traducteur là? Oui, non, c'est très bien traduit, justement. C'est très important. La traduction est très importante. Non, mais je pense plutôt à l'auteur, évidemment. C'est très gentil à vous. C'est très gentil, mais je crois que la traductrice, elle a travaillé parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, je n'avais pas su que c'était une traduction. » Oui, hier soir on nous a dit ça. Et donc, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais ça, on n'avait pas du tout pensé que ça pouvait être une traduction. » Donc, vous voyez, oui, c'est assez intéressant. Voilà, donc pour moi, ça veut dire que la traductrice, elle a fait son travail. En même temps, comme on discutait hier en disant que moi, j'ai écrit ça en anglais. Et en même temps, c'est quand même une histoire qui se passait il y a un siècle dans une autre langue. Donc en écrivant, j'ai traduisé
et dans un autre C'est-à-dire que vous l'avez pensé en shona, vous l'avez pensé je ne pouvais que penser dans la langue de ces personnages et de cette époque. Les mots étaient en shona, et puis c'était aussi des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Oui. Donc pour moi c'était très important que ça reste verbal, ça reste les mots de ces personnes-là, les façons de penser, les philosophies. Et quand ça allait être traduit, j'ai eu un peu peur que ça allait être perdre tout ça. Mais je crois qu'elle a fait un travail formidable. Comment s'appelle la langue parlée à cette époque? C'est du Shona. S-H-O-N-A. Shona. À cette époque et aujourd'hui encore. Aujourd'hui, oui. Mais tout le monde a moins de parler. Maintenant, oui, on ne fait plus notre travail parce qu'on a parlé du Shona. Donc, par exemple, ma mère, elle parle du Shona très classique, très très joli. Moi aussi, j'ai parlé, mais chaque fois quand je reviens, il faut des fois que je recherche des mots et des fois quand j'essaie de réfléchir, de chercher le mot, et des fois ça ne vient pas tout seul parce que ça commence à se mélanger l'anglais, le français et puis le Shona. Mais quand je rentre une semaine avec maman, elle me voit chez moi. C'est parti et je suis contente. Voilà. Oui. Et vos enfants? Mes enfants sont français, sont nés ici, ils sont bilingues parce que j'ai toujours parlé en anglais. Donc avec moi, on a toujours parlé anglais parce que j'ai eu cette chance d'aller vivre aux États-Unis. Donc quand on est en France, ma fille me parlait en français, moi je lui parlais en anglais, mais elle comprenait tout. Quand on était arrivé aux États-Unis, au bout des 2 mois, elle a commencé à parler en anglais, mais son papa a continué de lui parler en français. Ça, c'est la grande chance des enfants. Donc, quand on est rentré, voilà, de 2 langues. Ils parlaient en anglais tous les deux. Quand ils ont commencé à vouloir parler en français, j'ai dit, je ne vous entends pas. Et puis, ils ont continué à parler en anglais. Donc, ils parlent en anglais. Quand ils étaient petits, on allait au Zimbabwe. Ils utilisaient des mots de Shona. Mais en grandissant, ils ont compris que c'est plus compliqué que ça, ils ont arrêté, et puis le cousin avait grandi aussi, donc il parle toujours. Et puis on ne peut pas des téléphones portables en Shona. et donc ils parlent en anglais, mes enfants. En tout cas, ils sont bilingues. D'autres remarques? Est-ce que votre livre va être traduit dans d'autres langues? Pas encore, parce que ça vient de sortir, ça fait même pas 1 an que ça a été traduit en français. Mais je crois qu'Actis sous du travail. Oui, c'est peut-être à partir de la traduction française que d'autres traductions vont pouvoir émerger, ce qui est curieux et intéressant, mais ce sont les mystères de l'édition. Comme c'était en anglais, la première traduction c'est en français, et puis après... Et puis c'était chez un éditeur sud-africain qui n'a pas forcément exactement le même rayonnement international que peut avoir Actes Sud, comme notamment dans les grandes foires internationales, les foires à la traduction notamment. On comprend que, et pour ça il fallait que Actes Sud devienne titulaire finalement des droits de traduction. Donc voilà, on ne vous dit pas toute la cuisine, mais enfin c'est des choses qui dépendent en grande partie de la réalité éditoriale. Mais oui, ce livre a tout... alors, vous savez, les critères qui président aux traductions sont souvent des critères commerciaux. Hein. Ce sont évidemment d'abord les livres qui se vendent beaucoup, qui sont le plus traduits dans le plus grand nombre de langues. Hein. Ce qui ne sera évidemment pas le cas de celui-là. C'est pas destiné à être un best-seller international, un livre comme ça. Non. Mais non, c'est un livre trop écrit. Non, on m'a déjà dit au début que le problème de votre livre, madame, c'est qu'il faut le lire. C'est vrai que c'est un problème. Sur une mesure d'édition en Angleterre, oui. C'est très très bien écrit, mais il y a un petit problème, il faut le lire. Oui. J'ai pas dit, c'était le but. Ça fait quand même. C'est vrai qu'il faut le lire. Ça fait quand même 275 pages et il faut quand même assez. Il faut le lire. Mais bon. C'est ça. En
tout cas, je pense que c'est un livre qui peut intéresser d'autres pays, dans d'autres langues, autant qu'il nous intéresse, nous. Alors évidemment, les Anglais, pour des raisons évidentes, puisque ça fait partie de leur histoire coloniale, si je peux dire, mais si ça nous intéresse, nous, Français, pourquoi pas imaginer que ça puisse intéresser également les lecteurs allemands, les lecteurs espagnols, les lecteurs italiens. Il n'y a absolument aucune raison d'imaginer le contraire. Non, mais la France, quand même, je trouve que c'est un pays qui apprécie la littérature. Encore un peu, oui. Si on compare avec d'autres pays, on lit la littérature pour la littérature, mais pas parce que ça baisse là ou ça va être fait dans un film, parce que maintenant, c'est ça le problème. Surtout en France, on a des petits éditeurs égaux, mais dans le monde anglophone, c'est grave parce que tous les petits maisons d'édition étaient rachetés, et une fois qu'on a racheté, la politique change, c'est très commercial, et la première chose qu'on vous demande, est-ce que votre manuscrit peut être fait un film? Est-ce que ça va être un saga? Donc ils veulent quelque chose qu'on fasse film tout de suite. Donc s'il faut le lire, c'est un petit problème. Comme vous parlez les deux langues, quand il a été traduit, vous l'avez écrit donc dans votre langue? Non. Par rapport à... Je l'ai écrit en anglais. En anglais. Et quand vous avez eu la traduction, alors vous l'avez relu en français pour voir Oui, je l'ai relu en français. C'était quelque chose assez bizarre parce que, en plus, elle est sortie, je l'ai eu peut-être 4 jours avant d'y aller à Alger, à un salon. Donc, il fallait que je le lise dans les 4 jours. Et au début, j'avais lu, je voulais vérifier si ça avait été bien traduit. Oui, s'il n'y avait pas d'erreur. Et au bout des 3 chapitres, j'ai complètement oublié, j'ai lu, et c'était très bizarre de lire ce qu'on a écrit, mais pas avec ses mots, ses propres mots. Donc, en même temps, je crois que... Tous les auteurs à qui on pose cette question font une réponse pas exactement la même, mais qui va dans ce sens-là. Alors évidemment, les auteurs qui pratiquent suffisamment telle ou telle langue dans laquelle ils sont traduits, hein, parce que oui, parce qu'on ne peut pas l'aimer. Voilà. Mais oui, c'est assez intéressant. C'est comme si on lisait quelqu'un d'autre, mais en même temps, l'histoire, on la connaît, puisqu'on en est... Voilà, donc c'était vraiment très, très bizarre pour moi. Et puis, en même temps, ça m'a fait comprendre, parce que en écrivant, c'était une histoire de cette vieille dame que j'avais vue, je connaissais, ça ne me choquait pas plus que ça. J'ai raconté l'histoire que j'ai vue, comme ça. Et peut-être, je ne savais pas l'effet que ça faisait aux autres personnes. Donc les gens qui ont lu, qui me disent, j'ai pas, ça fait une semaine, ça me tourne et c'est très violent et tout ça. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, c'est des gens qui nous. Et quand je l'ai lu, et j'ai pris quand même plein de la figure, et puis j'étais... dans votre village, dans le village de maman, et maman elle l'a lu? Maman ne l'a pas lu parce que ma maman ne lit pas en anglais. Et quelque part, je suis contente parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dirait. Parce qu'elle a connu cette dame. Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai le droit d'écrire son histoire? Oui, et puis on pourrait vous laver la bouche avec du savon. Avec du savon. Et on m'a posé la question que je ne me suis jamais posée. Et pourquoi est-ce que vous avez écrit cette histoire? Et on essaie de répondre. Je me suis dit, peut-être, je crois que je me sens toujours quelque part coupable. Parce que j'ai l'impression qu'on va jeter ces petits chatons en l'air. Ah oui, de ne pas avoir été très gentil avec cette dame. Parce que si cette dame, elle était un petit peu un paria du village, moi aussi, j'ai fait partie
je l'ai écarté, j'ai commencé à respecter. Oui, vous avez participé, mais disons, j'ai participé au mouvement de stigmatisation. Stigmatisation. Et est-ce que j'ai cherché un salut? Pourquoi? Je ne me suis jamais posé la question. Je me suis jamais posé la question. Quand j'ai commencé à écrire, c'était cette histoire. C'est maintenant que je cherche. Qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Mais là, je n'ai jamais cherché Charlotte Soir. Pourquoi? Je ne sais pas. Oui, parce que c'est souvent le premier livre, les auteurs le disent généralement, le premier livre, c'est d'abord, ils ne réfléchissent pas à la façon de faire, ils ne réfléchissent pas au sujet, ils sont portés par une nécessité. Voilà, ça c'est pratiquement l'expérience générale. Et ça n'est qu'à partir du deuxième qu'ils se posent la question, parce que quand ils sont véritablement des écrivains, ils ont envie de continuer d'écrire. Donc, à partir du deuxième, ils se posent la question de savoir quoi écrire et comment l'écrire. Et ça leur permet de se poser la question de savoir quoi et comment pour le premier. Oui. En revenant en arrière. Mais je ne m'étais jamais... C'est là qu'il y a des collégiens qui m'ont demandé pourquoi vous avez écrit cette histoire-là. Je me suis dit, pourquoi je ne sais pas trop pourquoi. Donc, on essaie de répondre. À réfléchir et c'est vrai qu'il y a une espèce d'écoutabilité. Donc, quelque part, j'aurais bien aimé qu'elle lise Chinongwa pour lui dire j'ai compris. C'était pas vous, c'était nous. En même temps, je ne voulais pas qu'elle le lise parce que si elle me dit et encore 3. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensera. Donc, quelque part, je suis contente. Donc, j'ai peur que ma mère va me dire est-ce que tu avais le droit de le lire? Je ne sais pas. Ça, les ravages de la littérature sont toujours derrière la porte. Voilà, donc, vous n'avez pas pris parti pour juger. Oui, mais le simple fait, vous savez, il y a souvent des histoires, des blessures très profondes qui sont ouvertes par le simple fait qu'un auteur parle de quelqu'un qui a existé, d'une chose réelle. Quoi. Oui. Ça produit des ravages. Parce que je sais que ces enfants sont toujours... On m'a dit que vous ne vous sentez pas coupable parce que vous êtes à l'autre bout du monde. C'est une remarque très sévère. Peut-être que je l'ai écrit parce que j'étais à l'autre bout du monde, parce qu'on m'a posé aussi la question, est-ce que vous l'aurez écrit si vous avez resté au Zimbabwe? Je ne sais pas, mais bon, je me suis cachée derrière, bon, on prend le schéma à droite, on prend celui de gauche, on ne saura jamais. Non, c'est vrai, on saura. Parce qu'on ne peut pas revenir et dire je vais essayer celui-là, donc je ne sais pas. Mais vraiment, peut-être ça aurait été peut-être difficile. Ça aurait été peut-être difficile, je ne sais rien. Est-ce que là, c'est une histoire de votre pays? C'est un témoignage, tout. Oui, moi, c'est ce que je crois être l'aspect, évidemment, important, derrière lequel les autres choses peuvent devenir un peu anecdotiques, de fait. Bon, je crois qu'on va lever la séance. Vous pouvez continuer naturellement. Comment vous avez réussi à être édité par Actes Sud? Ah voilà, une bonne question. Ah, j'ai une bonne étoile. Parce que... Non, elle est pistonnée, cherchez pas. Il y a quelqu'un qui est écrivain qui l'a lu. Quelqu'un que nous avons reçu d'ailleurs à Littérature Métis il y a quelques années, qui est venu ici d'ailleurs, qui s'appelle Jack Lamar, qui l'a lu et puis qui a donné à Bernard Manier. Et un jour... Bernard Manier, qui est non seulement le directeur de la collection dans laquelle ça paraît, mais aussi le programmateur de Littérature Métis. Vous voyez qu'elle est pistonnée. Voilà, je suis pistonnée. Donc restez et continuez la conversation de façon plus informelle avec Lucie. Oui, non, on va arrêter là déjà parce que Georges on doit s'en aller. doit s'en aller parce qu'il a une autre rencontre avec un autre auteur sur Satyriex. Donc il va falloir partir vite. Mais nous, on va pouvoir continuer à parler avec Lucie. Son livre est en vente ici, il peut faire dédicacer. Voilà. Donc, profitez-en, voilà, elle est là et elle peut le dédicacer. Moi, je n'ai pas encore fait dédicacer le mien, mais j'ai jusqu'à la fin du week-end. Merci à vous.